Dans le monde des Ultrabooks, il y a trois catégories. Les Mac de chez Apple, les Ultrabooks Windows et enfin les tablettes PC. Pour les 2-3 du fond qui dorment, ce sont tout simplement des PC Windows au format tablette. Ça existe depuis un bon moment et l'un des représentants les plus connus, ce sont les Surface Pro. Ce format de PC me faisait de l'œil depuis un bon moment et à mes yeux, il allie le meilleur des deux mondes. On a des PC légers avec une bonne autonomie et un format idéal pour le multimédia. L'année dernière, je me suis posé la question du renouvellement de mon PC portable. C'était un PC gaming et je peux vous dire que de vous trimballer une brique de 2 kg avec une autonomie de 2 heures pendant 5 ans, ça devient vite saoulant. Du coup, lors du Black Friday, lorsqu'il y a eu une offre Surface Pro 7 avec un clavier, le tout vendu à 1000 €, j'ai profité de l'occasion pour sauter le pas. Ce PC a été mon outil de travail pour ma dernière année de thèse et je peux vous assurer que je l'ai bien utilisé ces derniers mois. C'est donc le moment de vous faire mon retour d'expérience sur cette Surface Pro 7 et de vous dire si la Surface Pro 7 est une bonne tablette et si ça vaut le coup de l'acheter maintenant. Allez, c'est parti! La gamme Surface est à sa 7e génération. Microsoft a bien rodé son concept avec une formule qui a très peu évolué en matière de design depuis la Surface Pro 4. Les nouveautés pour cette génération sont l'apparition d'un port USB Type C et l'absence de ventilateur pour les modèles avec un Core i5. Pour le reste, la Surface Pro 7 embarque un écran de 12,3 pouces avec des bordures assez imposantes et un dos en magnésium. D'ailleurs, c'est au niveau du dos que l'on retrouvera le stand de la tablette qui, une fois levé, permet de poser la Surface Pro 7, mais également d'accéder au port micro SD pour étendre la mémoire. Sur la gauche, on retrouve le port jack. Sur la droite, on a les ports USB et le connecteur magnétique Surface Connect. Celui-ci permet de recharger la tablette en moins de 2 heures, mais également d'y brancher un dock. Bon, par contre, il n'est pas vendu avec. Il faudra donc payer plus de 100 € pour l'avoir. Le bouton d'alimentation et de volume se retrouve en haut, tandis qu'en bas, on retrouve tout simplement le connecteur magnétique pour le clavier. Enfin, pour finir, la Surface Pro 7 est disponible en deux coloris, argenté et noir. Le modèle que j'ai est le gris, mais je vous conseille de mettre une protection à l'arrière pour éviter les rayures, qu'importe le coloris que vous avez pris. Croyez-en mon expérience, j'ai rayé ma Surface Pro en la mettant dans un sac. Au niveau des caractéristiques, la Surface Pro embarque un écran de 12,3 pouces d'une définition de 1700 par 1800 pixels. Du côté du processeur, la RAM et la mémoire interne, tout dépendra de la configuration que vous avez. Le modèle d'entrée de gamme qui est vendu à 900 € embarque un Core i3, 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Tandis que le modèle le plus haut de gamme, qui est vendu à 2500 € a un Core i7, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 1 Teraoctet. Je vous déconseille la configuration d'entrée de gamme, je trouve que la configuration est trop légère pour un produit vendu à plus de 900 €. La mémoire vive est trop petite et vous allez être frustré plus qu'autre chose. Pour ce qui est du modèle haut de gamme, par contre, là je trouve que le rapport performance-prix n'est pas tip top. À mes yeux, le modèle le plus intéressant est celle avec un Core i5 et 8 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 256 Go. Il est vendu à partir de 1200 € sur le store de Microsoft, mais on peut le retrouver aux alentours de 1000 € sur certains sites de e-commerce. Et pour le reste, il n'y a rien d'autre. Et oui, la Surface Pro c'est qu'une tablette. Microsoft a développé toute une gamme d'accessoires pour ses produits, dont bien entendu un clavier. Cet accessoire est tout simplement indispensable pour utiliser la Surface Pro à son plein potentiel. Avec lui, on a vraiment une expérience de PC, il est aimanté et se clip facilement à la surface et une fois rabattu, il sert de cover. Pour ceux qui ont déjà une Surface Pro 4 ou plus, votre clavier est également compatible avec la Surface Pro 7 et donc ça vous permet d'économiser. Pour tous les autres, il faudra payer 150 € pour l'acquérir. À l'utilisation, le clavier est très agréable. Il a 3 niveaux d'éclairage et malgré son épaisseur, on a vraiment l'impression de taper sur une surface rigide. Au final, les seuls regrets que j'ai qui concernent donc ce clavier-là, c'est le pavé tactile que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus large et la présence d'un pavé numérique. Mais bon, vu la disposition du clavier, c'est un peu compliqué de grappiller un peu plus de place. L'autre accessoire phare de la gamme Surface, c'est le Surface Pen. Neuf, vous l'aurez aux alentours de 100 €. Ce n'est pas le plus fin du marché, mais il a le mérite d'avoir une bonne prise en main et de ne pas glisser lorsqu'on le tient ou bien lorsqu'il est posé sur une table.
Personnellement, il me fait penser à un gros crayon de couleur et comme un crayon, il reconnaît plusieurs niveaux de pression et vous pouvez même effacer vos gribouillis en utilisant le haut du stylet qui fait office de gomme numérique et de bouton pour lancer vos raccourcis. Le stylet vous permet de prendre des notes manuscrites, de faire des dessins ou bien des retouches photos si vous utilisez une application qui le prend en charge. Pour l'avoir utilisé, je peux vous dire que c'est un accessoire vraiment utile pour les graphistes. Il permet de faire des dessins ou des retouches photos si vous utilisez une application compatible. Et pour les autres, j'ai envie de juste vous dire, posez-vous la question suivante. Est-ce que je fais souvent des prises de notes manuscrites ou bien est-ce que je fais souvent des annotations de documents? Si la réponse est non, ça signifie tout simplement que le stylet ne vous apportera pas grand chose de plus qu'une simple souris et le mieux est de ne pas l'acheter. D'ailleurs, en parlant de souris, Microsoft en vend, dont notamment la Surface Arc Mouse. Cette souris qui fonctionne à pile est idéale pour les déplacements puisqu'une fois pliée, elle est ultra fine et se glisse facilement dans un sac ou bien une veste. Ses seuls défauts pour moi sont sa taille qui est un peu trop petite pour de grandes mains et son prix. La souris est vendue à 100 € et mis bout à bout, si vous achetez les 3 accessoires sur le store de Microsoft, vous en avez pour 350 €. C'est presque un tiers du prix de la Surface. Personnellement, je trouve ça extrêmement cher et je vous conseille de regarder sur D-Lab de temps en temps ou bien d'acheter les accessoires en occasion, par exemple sur le Bon Coin. C'est ce que j'ai fait pour la souris et je l'ai eu à 20 €. Donc c'est le bon plan si vous voulez avoir des accessoires pour pas trop cher. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous vous demandez ce que donne la Surface Pro 7 au quotidien. Au format PC, avec le clavier, on a un ultrabook léger qui pèse 1 kg et qui est polyvalent. Attention quand même, il ne faudra pas demander la lune. La partie graphique est gérée par un processeur Intel, il sera suffisamment puissant pour faire tourner des jeux en basse définition ou bien faire du montage vidéo d'appoint. L'autonomie annoncée par Microsoft est de 10 heures. Comme toujours, ça dépendra de votre utilisation. Par exemple, dans mon cas, j'arrive à tenir plus de 6 heures sans souci avec le mode performance activé. Avec une utilisation plus modérée, vous pourrez sûrement vous rapprocher des 8 heures d'autonomie sans souci. Cette autonomie annoncée est un peu plus faible que la Surface Pro 6, mais ce que l'on perd en autonomie, on le gagne sur d'autres aspects. Les Surface Pro 7 utilisent tous des processeurs Intel Core de 10e génération gravés en 10 nanomètres. Ces processeurs consomment et surtout chauffent moins que ceux utilisés dans la Surface Pro 6. Microsoft a donc profité de l'occasion pour supprimer les ventilateurs sur les modèles Core i3 et i5. On a donc des tablettes PC vraiment silencieuses, par contre la dissipation de la chaleur se fait de manière passive. Certains utilisateurs se plaignent que lorsque la tablette chauffe trop, la surface baisse en puissance pour éviter la surchauffe, ce qui fatalement va impacter sur les performances. Personnellement, les ralentissements que j'ai rencontrés étaient survenus lorsque j'utilisais ma Surface Pro dans ses derniers retranchements, en faisant du montage vidéo avec DaVinci Resolve et avec le navigateur Chrome ouvert. Si vous avez rencontré ce genre de soucis, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à partager votre expérience. J'aimerais connaître les conditions qui peuvent mener à ce ralentissement et si c'est récurrent surtout. L'autre point que j'ai apprécié sur cette Surface est la présence d'un port USB type C. Il vous apporte pas mal de choses et vous pouvez l'utiliser pour charger votre tablette, bien entendu, transférer des données, mais aussi pour brancher un écran. Un simple hub USB avec une sortie vidéo suffit. Pour le reste, Microsoft applique la même formule que pour la génération précédente. On a un PC sous Windows 10 avec un écran de 12,3 pouces qui a une bonne colorimétrie, une bonne luminosité, même en plein jour. Pour déverrouiller la surface, vous avez toujours Windows Hello qui est présent. Au final, les seuls points négatifs en mode PC sont la caméra frontale qui mériterait d'être mieux définie et le pied de la tablette qui est un peu trop tranchante à mon goût. En la posant sur mes jambes, le poids est réparti sur le pied et le bas de la tablette et avoir plusieurs centaines de grammes sur une surface aussi fine, fatalement, ça fait un peu mal au bout d'un certain moment. Depuis tout à l'heure, je vous parle du mode PC, mais maintenant il est temps de vous parler du mode tablette. Alors ça vaut quoi? Je trouve que le gros point faible de la Surface Pro 7 en mode tablette, c'est tout simplement Windows 10. C'est tout con, mais Windows n'est pas adapté pour un usage tactile avec une telle définition d'écran. Les boutons sont trop petits, et puis bon, utiliser une tablette de 12,3 pouces au doigt, c'est clairement pas mon délire. Surtout qu'avec un poids de 700 grammes, on sent bien la tablette lorsqu'on la tient. Du coup, le mode tablette, comme vous vous en doutez, je ne l'ai pas utilisé des masses. Les seules fois, c'était pour consulter et annoter des documents ou bien regarder des films. Mon ressenti pour la Surface Pro 7 est mitigé. D'un côté, on a un PC léger, polyvalent avec une bonne autonomie pour moins de 1 kg. De l'autre, on a une expérience tablette qui n'est pas optimisée pour un usage tactile. L'interface de Windows 10 doit encore s'améliorer pour être au niveau d'Android ou bien d'iPadOS.
Je peux résumer mon expérience par cette simple phrase: la Surface Pro 7 est un bon ultrabook, mais une mauvaise tablette haut de gamme, trop cher pour son prix. Le ticket d'entrée pour une configuration qui en vaut le coup est à 1 200 € et la facture monte pratiquement à 1 400 € si vous prenez le clavier en plus. À ce prix-là, on a des ultrabooks avec de meilleures configurations. Si vous n'êtes pas graphique, pour 1 400 €, je vous invite vraiment à regarder du côté de la concurrence. Et si vous voulez rester dans l'univers Surface, vous avez toujours la Surface Laptop 3 qui, pour le même prix, vous offre une configuration similaire. Après, si vous voulez à tout prix obtenir une Surface Pro 7 comme moi, je vous invite à attendre un petit peu. Dans quelques semaines, on aura le droit au Black Friday. L'année dernière, Fnac et Darty avaient proposé un pack Surface Pro plus clavier pour 1 000 €. À ce prix-là, c'est une bonne affaire. Au-delà, passez votre chemin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à la partager, et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Surface Pro 7, si vous partagez ou non mon avis sur ce PC portable. Et si vous voulez nous aider, vous avez plusieurs moyens comme d'habitude pour nous soutenir. Donc soit vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et également nous suivre sur les réseaux sociaux. Et une autre façon de nous aider également, c'est de soutenir l'association Les Lutins du Phénix, une association qui nous tient très à cœur. C'est pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est une association qui vient dans les hôpitaux l'espace d'une journée et ils vont faire des animations pour les enfants hospitalisés l'espace d'une journée. Grâce à eux, ces enfants-là vont oublier la maladie. Donc n'hésitez pas à vous rendre en description pour voir leur page Facebook et également pour pouvoir les soutenir financièrement si vous en avez les moyens. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez connectés. Allez, bye bye!